Bonjour et bienvenue sur 697 IA, la télévision de l'intelligence artificielle, qui donc nous parle de tout ce qui nous concerne, de nous, de vous, de notre avenir et de notre présent déjà. Exemple, 91% des informations d'une entreprise ne sont aujourd'hui pas exploitées. Eh bien, une start-up propose de les agréger pour rendre l'entreprise plus agile, plus intelligente. Une autre start-up a carrément réinventé le fonctionnement du muscle. Une troisième écoute tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte sur tous les réseaux sociaux et en tire des informations quelquefois pertinentes et surtout en avance par rapport à tout le monde. Et puis, notre invitée du jour, une jeune fille de 24 ans, digital native, caractéristique de la nouvelle génération, comment elle voit l'IA est assez décoiffant. Vous avez vu que le menu est appétissant, générique. Alors, sans plus attendre, la première partie de cette émission avec notre première invitée, grand témoin. Elle s'appelle Laure Domal. Elle a 24 ans, elle a un physique, mais ne vous fiez pas à son physique, c'est une docteure en informatique, spécialité intelligence artificielle. Laure, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. 24 ans. Oui. Et spécialiste déjà en informatique. C'est ça. Et en intelligence artificielle. Vous sortez de l'école ? Presque, j'ai fini mon stage de fin d'études et ça fait plusieurs mois que je suis salariée. Quelle école ? Epita. Epita, très bonne école. Alors, vous le savez, l'intelligence artificielle impacte énormément de domaines. Ça va de l'agriculture à l'éthique, à la médecine, à la santé. C'est impressionnant. On va essayer de se serrer aujourd'hui sur un sujet et de ne pas en sortir sur, en gros, la politique. On parle plus que d'éthique, on parle de la politique. La question est très simple, Laure. Est-ce qu'on pourrait remplacer demain Emmanuel Macron par un algorithme ? Oui. Oui. Aïe. Alors, je vous préviens tout de suite, et je vous demande un peu de sérieux et surtout de la discipline. On a discuté ensemble, c'est impossible de ne pas lui couper la parole. On a envie de discuter avec elle tout de suite, on la laisse parler, vous vous retenez, vous gardez vos questions pour plus tard. Ça va pas être simple. Alors, vous voulez remplacer Édouard Philippe, par un ordinateur, par un algorithme. Et bien pourquoi pas ? Parce que la machine peut déjà faire énormément de choses. Après, bien sûr, elle a sa place. On ne peut pas lui faire des débats avec des personnes humaines. Par contre, on peut effectivement lui permettre d'avoir une vision de fond, une vision globale sur tout un pays, de lui faire des simulations. Donc elle est capable de projeter quelque part des décisions dans l'avenir, ce qui pourrait se passer. Elle est capable d'optimiser plein de flux, que ce soit des flux de population, et du coup de gérer le budget en fonction de ça. Exemple. On pourrait voir la population dans chaque ville, comment elle évolue dans le temps, et voir que s'il y a plus de population d'un coup à un endroit, se dire tiens, il faudra plus d'hôpitaux, plus de services publics à cet endroit-là, vu qu'il y a plus de gens. Et inversement, s'il y a des villes qui finissent un peu plus dépeuplées, il n'y aura peut-être pas autant besoin de choses qu'avant. De manière à toujours rester proche du besoin de chaque humain, et de ne pas les ignorer en fait. C'est une manière d'avoir vraiment une vision globale que l'humain peut difficilement avoir tout seul. Exemple même, si l'IA pourrait détecter que, tiens, le prix de loyer augmente. Oui, voilà. Et de se dire, tiens, là j'ai des enseignants, j'en ai X, et le loyer augmente tellement que, en fait, il n'est plus tellement capable d'avoir le confort qu'il avait avant, et du coup, qu'il faudrait augmenter les subventions pour les professeurs. De même, on pourrait voir la prédiction de la natalité, voir qu'il y a plus d'enfants, et que du coup, il y a besoin de plus de professeurs dans certaines villes. Je vous laisse parce que j'ai promis de ne pas intervenir. Alors, oui, ça peut être remplacé. Donc oui, ça peut l'être, par contre, il faut le faire bien. C'est là où l'éthique rentre en compte, c'est qu'il ne faut pas non plus aller manger dans la vie privée de chaque habitant. Notamment, c'est ce qui se passe en fait en Chine avec le crédit social. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça. Donc c'est important du coup de respecter des principes éthiques quand même dans ce concept d'IA. Donc ça pour la vie privée, pour la transparence, il faut que cet algorithme il soit connu de tous, open source, que chacun puisse quelque part contribuer et donner son avis et de dire ok moi je suis d'accord avec ça mais pas avec ça, ou alors ok ça c'était une règle cool mais il y a des exceptions qui ne sont pas prises en compte et moi je les donne. Donc quelque part c'est aussi une manière, tu vois, on parle des gilets jaunes qui sont d'actualité, toutes ces doléances, toutes ces requêtes qu'ils ont,
qui ne sont pas écoutés, ce serait un moyen de le rentrer dans un système, de dire ok, là j'ai des règles, je veux ça, etc. Je veux pouvoir payer un loyer, manger 2 fois par jour, etc. Et faire tout ça dans ma ville. Et du coup, comment? Qu'est-ce qu'il faudrait et pourquoi ça ne marche pas? Du coup, ce serait un peu une détection. On pourrait détecter les anomalies, on pourrait détecter ce qui marche pas. Et on pourrait aussi faire des tests, des prévisions. On pourrait partir d'une hypothèse. Je pense qu'il faudrait augmenter tel budget pour tel endroit et essayer de voir. Donc avec plusieurs IA, il y aurait plusieurs domaines à gérer là-dessus, mais voir comment ça peut avoir une influence avec une simulation réelle, une simulation virtuelle en fait, qui modéliserait le réel, et ainsi valider ou pas les hypothèses, déjà de manière virtuelle, et ensuite réelle. L'IA serait plus à l'écoute. Oui. Détecterait mieux les besoins. Je pense. Ça devrait quand même passer par des humains à un moment donné pour donner les règles, parce qu'on a quand même une intuition que l'IA n'a pas. Donc ça, c'est clair qu'il faut quand même laisser l'IA à sa place. Elle ne peut pas tout faire non plus, c'est pas magique. Mais oui, je pense qu'elle pourra trouver potentiellement des solutions, des compromis qu'aujourd'hui sont compliqués à trouver. Parce qu'aujourd'hui, l'influence, elle est là par des pouvoirs financiers, par des pouvoirs d'influence, d'information. Et c'est difficile, quelque part, pour l'acteur individuel de se faire entendre et de faire des choses. Alors qu'avec ça, on pourrait effectivement utiliser sa doigt. On aurait évité les gilets jaunes. Je ne sais pas. Mais c'est une manière, effectivement, de redonner à la population une voix qu'elle a perdue. Est-ce que vous êtes capable de faire l'antithèse? Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas si on ne respecte pas des principes simples, encore une fois, de transparence, d'éthique, de vie privée, aussi d'inclusion, parce qu'effectivement, on va penser à des populations, mais pas à toutes, il faut penser à toutes, et il faut les écouter. Il faut être capable aussi d'avoir des gens qui font de la recherche dessus, et qui y réfléchissent très très fort. Mais plusieurs, beaucoup, pas juste quelques politiques, pas des députés dans une salle de réunion. Il faudrait que tout le monde soit capable d'intervenir dans le débat. Et ça, c'est ce qui est possible du coup avec l'informatique aujourd'hui et l'IA qui serait un outil en fait pour en arriver là. Conclusion ou d'autres exemples encore pour appuyer votre thèse? Des exemples pour appuyer ma thèse, c'est que mine de rien, en janvier 2019, il y a eu un sondage qui a été fait par l'European Tech Survey, qui ont demandé du coup aux Européens et aux Français s'ils verraient bien les IA au pouvoir, et effectivement 25% des Français et des Européens, c'est le même chiffre pour les deux, ont été favorables à ce qu'une IA participe à la prise de décision pour leur pays. La nouvelle que je vois, c'est qu'il y a 25% des gens qui savent ce que c'est que l'IA. C'est déjà très optimiste. J'ai l'impression que le taux de connaissance est largement inférieur. Non? En tout cas, il faut confiance plus à l'IA. Et effectivement, je pense qu'il y a une partie des gens qui ne font plus trop confiance à l'humain et à nos politiques actuelles dans le système qu'on a aujourd'hui. Et du coup, ce serait un moyen de le remettre en question. Ça nous changerait du populisme. Ouais, je sais pas. J'ai plus confiance dans les politiques actuelles. Je vote pour 5 étoiles, Pépé Grillo, un clown en Ukraine, un populiste aux États-Unis. C'est un peu différent parce que ça manque de cohérence. Là où l'IA pourrait la trouver justement. Et on pourrait générer par exemple 10 programmes différents en respectant ces mêmes axiomes où on a envie que chacun puisse vivre correctement. Et du coup, on pourrait limite faire voter les gens pour chaque programme cohérent en soi qui tous répondent et offrent une solution différente, à différents extrêmes potentiellement, mais qui se vaudrait et qui effectivement répondrait à ces problématiques. 10 parties, 10 programmes, on les fait mouliner par l'IA et on donne les résultats. Ouais, pourquoi pas. Alors, qui prend le premier la parole? Oui, Christian. Qui prend le contrôle au début de savoir ce qu'il va y avoir dans l'IA? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt une IA de gauche, une IA de droite, et en gros, comment elle est programmée, et comment on évite justement les failles de sécurité, entre guillemets, qui pourraient être... Je veux dire, moi, je veux la piloter, je vais peut-être braquer le truc, je vais braquer la open machine. Source. C'est ce qu'on dit, c'est dans la communauté ce qu'on dit aussi, c'est que s'il y a 1000 personnes qui lisent un code, alors il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des failles et des choses qui sont mal décrites. Parce que si tout le monde participe, on va rapidement voir ce qui se passe. Enfin, ça offre justement la possibilité d'être sûr que c'est bien ce qu'on avait prévu que ce serait, en fait. Tout le monde, puisqu'on parle des différents systèmes politiques, enfin des différents partis politiques, tout le monde c'est qui? En gros, c'est toute la population entière, c'est 60 millions de personnes, c'est quoi tout le monde? Ceux qui s'y intéressent. Anne. Et ceux qui ont les compétences, en fait. Oui et non, parce que du coup, on peut très bien faire des requests, dire moi je voudrais qu'il y ait ça, même si on n'est pas capable d'aller le coder derrière. Et donc une partie posterait ses besoins et une autre les traduirait pour développer l'IA. Ce serait une manière de faire, tout en ayant quand même effectivement un aspect quand même de recherche. Donc je pense qu'il faut effectivement une population un peu formée à ça,
enfin pas forcément ingénieurs, mais aussi à la recherche, je sais pas, en philosophie, en sociologie, et tout ça, c'est très important. Vous avez fait court, tant mieux, parce que j'imagine qu'il y a plein de questions. On va commencer par vous, Christian. D'abord, présentez-vous, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Vous êtes CES, vous venez de Las Vegas. Tout à fait, comme tous les ans d'ailleurs. Je suis président d'International Vous, c'est une société d'accompagnement à l'international qui aide les entreprises innovantes à conquérir de nouveaux marchés aux États-Unis, en Chine et en Afrique. Les visites guidées du CES. Les visites guidées, les stands pour ceux qui veulent exposer, les soirées débriefing pour ceux qui veulent savoir vraiment ce qui se passe sur place. Plein de choses très intéressantes et qui vous permettent effectivement d'éviter d'être complètement perdu, comme on le disait tout à l'heure, dans 250 000 m² d'espace de surface et de pouvoir pointer du doigt les éléments qui nous intéressent. Alors, votre réaction à ce que disait Laure? Je dis que c'est très intéressant, mais alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qui est derrière véritablement cette IA, qui va programmer en fait tout ce système et quels sont les partis politiques en présence entre guillemets qui pourraient éventuellement influer d'un côté ou de l'autre par rapport effectivement à ce qui va sortir en fait de la boîte. Alors, qui, c'est une bonne question. Après, le but, c'est justement qu'il n'y ait pas d'influence de parti. C'est vraiment qu'on définisse des problématiques très claires qui répondent aux besoins réels. J'ai un budget, j'ai tant de population, j'ai tant de choses, j'ai tel service public que je veux avoir fonctionnel. Et il faudrait vraiment rester très neutre. En fait, c'est un peu l'impartialité que l'IA pourrait donner, qui n'existe plus en fait, dans le monde politique. Aujourd'hui, on a des partis, on a des points de vue, on est obligé d'adhérer à des partis pour pouvoir se faire entendre. Là, ce serait un moyen de sortir de ça. Et vraiment de dire, OK, on va définir les problèmes comme ils sont et voir quelles sont les solutions possibles et trouver des compromis. Fabien. Oui, bonjour, Fabien Habert, président d'Innobiz, l'accélérateur et l'incubateur du Mâconnais-Beaujolais et président d'une société Kinetti Technologies, éditeur de logiciels et matériel interactif tactile. Les tables tactiles, c'est vous entre autres. Les tables tactiles, entre autres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Laure? Utopiste? En tout cas, il y a du fantasme, c'est très intéressant, mais bon, après, on verra. Moi, je te rejoins, Christian, c'est où est la limite de ça et que dans l'intervention et les conflits d'intérêts, puisque c'est open source, tout le monde y a accès. Et dans la régie d'un pays, si tous les codeurs ou tous les requesters du monde entier interviennent, ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous, donc ça semble difficile a priori. Et c'est mieux d'avoir un seul politique qui prend la décision pour tout le monde? Je vous dis pas idéologiquement ce qui est mieux, ce qui est moins bien. Je vous dis pragmatiquement, si c'est véritablement open source et que tout le monde y a accès, comment vous verriez la chose pour que ça puisse être géré, en fait, simplement. Parce que les intérêts chinois ou russes sont divergents avec les intérêts français, par exemple. Faut juste définir bien la problématique, encore une fois. L'IA, ce sera qu'un outil afin de trouver cette solution, cette espèce de compromis optimum. Pour définir la problématique, il faudra effectivement réunir des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont capables de faire de la recherche en philosophie, en sociologie et dans tous ces domaines qui peuvent toucher à ça. Et comment vous qualifiez ou vous restreignez justement les personnes qui contribuent à cette IA? Je ne sais pas, mais fondamentalement, je n'ai pas envie de la restreindre. D'accord. Mais si par exemple, tout le monde dit « moi je voudrais plus de services publics et je voudrais moins d'impôts », on sait que c'est difficilement compatible. Qu'est-ce que va nous amener l'IA, mis à part le fait qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le sourire dans les crinières? Ça, c'est des actions possibles, il y en a plein. Une méthode aussi, ce serait d'utiliser, pareil, au sein de la simulation, on peut donner à l'algorithme différentes actions. En l'occurrence, parmi ça, augmenter le budget, baisser les impôts, plein d'actions possibles, et essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui va apporter le plus de confort et permettre quand même de payer les gens. Qu'est-ce qui est le mieux pour qui? Justement, pour ces problématiques-là, ce qui est mieux pour la population en général. Pour la population en général. Le but, ça va être de y prendre compris les riches, y compris les pauvres, y compris les classes moyennes. Du coup, oui. Tout le monde, c'est qui tout le monde? On a des intérêts contradictoires. Oui. Mais justement, tout le monde va peut-être se tirer la couette, mais il y a un moyen de trouver un compromis pour que tout le monde soit dans un tirer univers la couette ou faire la guerre civile. Anne, lyonnaise. Oui, lyonnaise. Et patronne d'un coworking de start-upers, vous couvez des start-up? Nous couvons des start-up, nous les incubons, nous les accélérons depuis 2012. Une vingtaine de start-up par an qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'international. Bon, Laure. Laure, très intéressant en fait ce dont tu parles. J'ai interprété les choses et corrige-moi si je me trompe. J'ai le sentiment que que ton projet concerne la création d'un pays intelligent qui permettrait en fait de faciliter la prise de décision de l'ordre du rationnel, c'est-à-dire l'utilisation d'un budget ou de l'implantation d'un hôpital par rapport à des indicateurs précis. Est-ce que c'est ça ce que tu souhaites présenter? C'est en partie ça. Ok.
C'est en partie ça, parce que c'est une partie en fait, de la problématique de gestion d'un pays. Il y a effectivement ces aspects-là très rationnels, très pragmatiques qui sont à faire. Et il y a d'autres aspects aussi qu'il faut penser, qui peuvent être pris en compte de différentes manières. Est-ce qu'on parlait de la fiscalité? Oui. Et est-ce que l'IA pourra déterminer quel hôpital il faut que je ferme, quelle maternité il faut que je ferme? Quelles sont les problématiques humaines qui vont en découler Claude En temps réel. Taïeb. En temps réel, en Bonjour. plus. Le vétéran, attendez, juste. Oui, le vétéran, je suis le vétéran. Oui. Un peu Laisse pas ma un place. peu le papa de l'informatique. Hein. Papa de l'informatique, les années 80, c'est des années très très vieilles, effectivement. J'ai piloté la société Auric, le Auric Atmos, qui était un des meilleurs micro-ordinateurs sur le marché. Oui. Et naturellement, je me suis fait couler parce que je n'avais pas compris, j'étais amoureux de mon produit, et je n'avais pas compris que lorsqu'on était très amoureux de son produit, eh ben, on ne savait plus le développer. Et c'est ce que je donne comme conseil à tous les créateurs. Les premiers Voilà, ordinateurs ceci Made dit- in France étaient lui, vous n'étiez même pas né. Non, sûrement pas. Claude Taïeb. Ceci dit, donc ouais, j'ai été très satisfait de savoir que je peux prendre la place de Macron demain. Par contre, voilà, j'ai un petit problème avec l'IA. Effectivement, la prise de décision par l'IA, je trouve ça extraordinaire parce qu'effectivement, ça permet de gagner du temps, ça permet d'être dans une logique, etc. Mais arriver à donner le commandement à un outil qui n'est pas émotionnel, qui ne réagit pas comme moi je vais réagir, etc., ça me gêne un petit peu. Et je voudrais vous demander, voilà, votre avis. Je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait un humain au final qui valide ce qui va se passer avant que ça se passe. C'est pas l'IA qui doit donner directement le commandement, il faut quand même s'assurer que ça a du sens. L'IA peut se tromper, l'IA peut ne pas gérer les exceptions dont on a conscience nous en tant qu'humains, mais pas forcément à la machine. Donc il faut le prendre en compte. On a l'impression que vous voyez l'IA comme une déesse, comme quelque chose de formidable. Plus qu'un super sondage, un moyen, pas seulement d'éclairer le pouvoir, le gouvernant, mais de prendre sa place carrément, parce que ça va, la vérité va sortir, comme toute nue du puits, là, dans l'ordinateur. On va te sortir la fiche perforée, on n'était pas né, c'était à l'époque. Et on va dire, il faut aller là, il faut faire ça. Et sinon, c'est pas juste une histoire de gagner du temps, l'IA. C'est aussi trouver des solutions auxquelles nous, on ne pense pas. C'est aussi une manière de revoir le problème d'une façon de nous, qui nous est... Il y a déjà des exemples concrets d'innovation géniale. On n'y a pas pensé, mon Dieu qu'on est bête, l'IA y a pensé à notre place. Là, comme ça, j'ai pas, Non. mais sûrement. Oui, plein. Dans le prédictif, Pardon ? dans le prédictif, on arrive fatalement à faire des choses que l'humain n'est pas capable de faire. Il y a des algorithmes qu'on appelle évolutionnistes, qui sont très intéressants, je trouve, qui se basent sur l'évolution humaine, qui créent des générations et des générations et des générations, qui ne coupent pas les branches immédiatement quand elles ne marchent pas, qui les laissent vraiment évoluer très 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 loin, pour voir si potentiellement ça ne va pas fonctionner un jour. Et avec ça, tu as des méthodes de marche, par exemple, où ils se mettent à marcher genre sur les genoux, plus ou moins, en tant qu'un être humain simulé, et différentes manières comme ça dont on n'avait pas pensé, qu'on aurait pu se déplacer. En fait, si, ça marche. Et en faisant ça, on a pu du coup déterminer des façons de faire se déplacer des robots d'une manière dont on ne pensait pas trop possible, parce qu'on se basait juste sur un humanoïde ou un chat ou ce genre de marche habituelle. Un nouveau darwinisme. Jean-Claude, monsieur le directeur général du groupe Galilée. Bonjour. Bonjour, vous n'êtes pas homme politique, vous, Pas du tout. mais vous êtes dirigeant. Vous prenez des décisions. Oui. Et moi, je suis assez convaincu que l'IA va être une aide très efficace à la prise de décision. Une aide. Une aide. Elle va pas, je ne pense pas qu'elle remplace. Par contre, si elle pouvait faire quelque chose de très utile pour éclairer le débat, c'est est-ce qu'elle pourrait supprimer les fake news ? Comment ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui sont biaisées parce qu'on a des fake news et qu'on les considère comme étant vraies. Alors moi, je vérifie toujours la source d'information avant de la prendre pour vraie. J'espère que Macron fait ça aussi. Ah ouais, mais tous les votants, peut-être pas. Donc peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose avec l'IA pour faire un tri à travers tout ce qu'on a, par comparaison, par statistique, par ce qui se passe dans le monde ailleurs. J'y verrais là vraiment un vrai avantage pour aider les votants. Parce que ce qui m'a un peu choqué au début de votre intervention, c'est qu'il n'y a pas de débat. Or, c'est bien le débat qui éclaire les décisions politiques, y compris pour les votants. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour des débats entre IA sur un même sujet ? Est-ce que deux IA sur un même sujet pourraient avoir des résultats contradictoires ou différents ? Oui, je pense, oui. Je pense que c'est le but. Les axiomes, ils vont permettre de réduire, de donner des contraintes, mais au final, la solution, le programme cohérent qui va être issu peut y en avoir plein. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que je parlais de générer 10 IA qui ont chacun un programme différent. Et, En fait, vous êtes jeune, mais vous faites peur. Hein.
Ah, voilà qui est intéressant. Elle vous fait peur, Jean-Claude. Oui, parce que, Oui. parce que je pense que ça peut être une aide, mais encore faut-il avoir confiance dans l'aide qu'on va voir. Et là, si sur un même sujet, deux algorithmes qui sont complètement irrationnels, enfin pas irrationnels, mais sans émotion, nous donnent deux résultats différents, comment on peut décider? Donc il y aura toujours l'aspect, comme disait Claude, humain qui va trancher, et il va trancher avec ses émotions, avec son passé, son expérience. Donc on va revenir au point de départ, en gros. Et Oui, quels, non. quels axiomes sont pris à la base, Oui, base ça de justement, l'algorithme? c'est Ça, à remettre potentiellement en question. Et Ouais. c'est là que c'est intéressant que c'est quand même l'humain qui va vraiment décider, choisir, mais en ayant conscience qu'il peut se tromper et qu'on peut avoir fait une erreur. J'ai fait une hypothèse, je me suis dit, hop, je vais augmenter tel budget, je pensais que ce serait tel résultat-là, et en fait non. Au bout de 6 mois, on se dit, bah non, en fait, ça n'a pas du tout fait ce que je pensais faire. Et du coup, on peut rétrograder et se dire, bah non, bah du coup, je vais changer cet axiome-là ou cette action-là, elle Mais n'était dans la pas. vraie vie, on peut pas rétropédaler. il y avait- Ouais, mais Mais non. le temps, il Si, est passé. alors. T'as une quête Oui, de le temps il est justice. passé, mais au moins il s'est passé quelque chose. Au moins il y a une prise de décision à un moment, on s'est rendu compte que c'était pas ça, on peut aller plus loin et continuer à faire de la recherche du coup à ce niveau-là. Laure, Jean-Claude dit « Oh là là, elle me fait peur, cette petite ». À vous maintenant, est-ce que vous nous trouvez des vieux schnocks? En gros, est-ce que les questions qu'on pose sont typiques d'un vieux monde? Et est-ce que vous êtes un peu représentatif d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle génération? Michel Sasson, dans une précédente émission, disait « C'est très difficile de penser révolution quand on est au moment de Louis XIV ou de Louis XVI, parce que c'est un changement de paradigme. Est-ce que vous êtes déjà, mettons pour prendre des mots modernes, out of the box? Think different. Est-ce que vous êtes déjà avec 2 crans d'avance, ailleurs de notre vieux monde? 68 ans technologique. Oui. Bah, Cours plus vite, camarade. Je ne sais pas, c'est à vous de voir si Oui. je suis out of the box ou pas. Donc, Alvi, oui. Ça veut dire oui. Oui, on est des vieux schnocks. Vous avez conscience que c'est une nouvelle façon de penser? Que... Ça, c'est la méthode agile poussée à son extrême. Oui. Là, hein. Waouh. Ouais. Oui? Oui, c'est sûrement une nouvelle façon de penser, mais pour moi c'est une façon de penser qui existe pourtant depuis longtemps. C'est une méthodologie de recherche qui est pour moi de base dans tous les domaines. Le fait d'essayer, de se rater, de recommencer jusqu'à ce que ça marche. Oui, mais avec l'IA en plus. Ouais. Potentiellement, C'est la parce que dirigeante de là, demain. en donnant des mandats de 5 ans à des gens, ils se dépêchent de faire tout ce qu'ils peuvent avant de savoir qu'ils vont pas se faire réélire. Avant de partir, ils vident les tiroirs. Enfin, comment vous voulez qu'on arrive à quelque chose de concret et de scientifique avec ça? Tandis que l'IA, elle n'a pas besoin de se faire réélire. Ce serait le tronc Bah, commun, elle serait quoi. déjà là, oui, c'est le tronc commun, elle serait le truc qui évolue avec le temps. Et effectivement, si quelqu'un propose quelque chose qui a déjà été essayé, qui a déjà raté, bah, soit. L'historique. Oui, il y a l'historique. Soit on trouve une raison à ce que ça a raté avant et que ça ne ratera pas aujourd'hui, soit on ne va pas retomber dans le même piège. Mais on va arrêter là le débat parce que le temps passe trop vite. Je sais qu'on a encore des milliards de questions à vous poser. Voilà plein de questions. Je suis intimement persuadé que vous, téléspectateurs, vous vous dites le débat n'est pas terminé, zut, 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 il y a encore des choses à faire. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Trouvez-vous vite une Laure ou un vieux schnock, comme nous tous, pour alimenter ce débat. On a vraiment l'impression qu'on est à la rupture, qu'on est au passage de 2 mondes et qu'il y a une façon de penser totalement différente. Merci de nous avoir secoué ou réveillé, je ne sais pas comment on peut dire. J'espère qu'on a métabolisé, qu'on a compris que vous pensiez différemment. C'est ça qui est formidable. Allez, on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission. Ça s'appelle le concours. Avant de parler du concours, juste pour vous dire que pendant ce très court jingle, la discussion véhémente a continué. Alors je vous demande un petit peu, on va arrêter là. Mais j'imagine que chez vous, la discussion a repris. Justement, les commentaires sur Internet, ils sont vraiment les bienvenus. Les commentaires, la discussion peut continuer, doit continuer sur Internet. C'est ça qui est formidable avec cet formidable outil. Le concours, vous connaissez le principe. 4 startups vont venir ici, plancher devant le grand jury, 3 minutes pour convaincre, et ensuite le flot, les rafales de questions très rapides. Le gagnant va gagner. Qu'est-ce qu'on va gagner, Jean-Claude? Alors, on va gagner des prêts d'honneur de 5 000 € jusqu'à 25 000 € et surtout un accompagnement par des industriels qui appartiennent au groupe, voire à l'écosystème de l'incubateur. Le jury, quasiment le même, s'est réuni pour les 4 impétrants du mois dernier. Je peux vous dire aujourd'hui que le grand jury a décidé de présélectionner, mais je crois largement en tête, je ne dis pas plus, l'entreprise Helpinto. C'est, vous savez, une tablette et un logiciel qui permettent de traduire des mots, même des phrases entières, en images, très pratique par exemple pour ceux qui ont des difficultés de compréhension et de langage, comme par exemple les autistes.
Et le deuxième présélectionné, c'est vous qui l'avez choisi, parce qu'il y a le jury, mais il y a aussi le public. Et vous faites partie, le jury du public, vous avez décidé que la deuxième start-up sélectionnée sera 8D-Matrix, un système d'affichage, vous savez, des grands panneaux d'affichage, parce que ce n'est pas en LED ni en plasma, c'est un système de e-ink qui permet d'énormes économies d'énergie. Et là, vous vous dites peut-être, c'était quoi ces startups, je ne me rappelle plus, où j'ai raté l'émission, j'ai déjà un peu oublié. C'est très simple, c'est l'avantage d'Internet, on peut voir et revoir les émissions où on veut, quand on veut, y compris des petites parties des 3 minutes des impétrants. Il suffit de faire 697ia.com et toutes les images sont à votre disposition. Quentin, je te cherchais justement. Bon, t'es prêt? Je suis prêt. Bon, bah c'est l'heure du grand oral, je t'emmène au plateau, allez, on y va. Le premier à vendre, à défendre, à vanter son entreprise, son produit, c'est Quentin Lhomme. Il a 32 ans, il a commencé par les études de relations internationales, il a ensuite fait un master de management dans une école que vous connaissez, je crois, EM Lyon. Oui, l'EM Lyon, école réputée de commerce. J'y suis membre assesseur pour les bachelors d'ailleurs. Alors Quentin vient spécialement de Paris ici, parce qu'il est actuellement pensionnaire de la station F. Quentin, venez nous rejoindre. Vous connaissez la règle du jeu. Vous avez 3 minutes. Ils ne vous interrompent pas. Et ensuite, ils vont vous bombarder de questions. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Top chrono. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Lhomme et je suis cofondateur et président de Nunkey. Donc chez Nunkey, on développe une technologie qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle pour détecter des événements, donc des attentats, des catastrophes naturelles, des accidents, de la manière la plus qualifiée et le plus rapidement possible. Donc c'est une technologie qui va notamment servir aux professionnels de l'information dans le domaine des médias, par exemple. Nous travaillons avec le groupe France Télévisions en France ou le groupe RTL en Allemagne pour être avertis de la survenance d'événements qui font l'actualité. J'y reviendrai plus tard, mais nous travaillons également avec d'autres secteurs, notamment dans le domaine de la sécurité, de la logistique, de la finance de marché. Donc, c'est une technologie de détection d'événements qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que nous allons capter des millions de données, des données partagées publiquement chaque jour sur les réseaux sociaux, sur le web, pour les analyser de manière continue, pour détecter des signaux très faibles. Quelques tweets suffisent, correspondant à la survenance des événements dont j'ai parlé précédemment. Donc j'ai évoqué 2 briques. La brique de captation des données, donc millions de données analysées en continu. La brique justement de détection des événements qui s'appuie sur du machine learning et de l'intelligence artificielle. Mais il y a une 3e brique qui est très importante dans un contexte de fake news, qui est la brique permettant la vérification. Donc on a développé une technologie qui va de manière dynamique et automatisée agréger les différentes informations postées sur les différentes sources au fur et à mesure que l'événement se déroule. Donc ça va se faire de manière automatisée. Et donc on va capter les informations, détecter les événements, c'est-à-dire évacuer le bruit et détecter seulement ce qui nous intéresse, et enfin vérifier ces informations par cette agrégation et par l'envoi à des analystes, à un réseau d'analystes présents dans le monde entier qui vont vérifier en tout bout de chaîne la véracité des différents événements couverts. Ensuite, cette technologie va se retrouver dans une plateforme accessible sur le web ou sur mobile par nos utilisateurs, donc comme je l'ai dit, dans le domaine des médias, de la sécurité au sens large du terme, de la logistique et de la finance de marché. Peut-être je peux terminer en un mot, si j'ai encore un peu de temps. Oui, vous avez. Ok. Oui, donc j'insiste sur le fait que l'information rapide et qualifiée, c'est très important. C'est quelque chose de majeur, puisque dans certaines situations, ça peut même sauver des vies. Il y a certains professionnels qui, en ayant une information, ne serait-ce que 5-10 minutes plus tôt, peuvent faire la différence. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, c'est ce qui nous anime, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler sur ce sujet, permettre aux gens d'avoir une information fiable et rapide, utilisée en complément des solutions d'information traditionnelles. Vous collectez, vous détectez, vous localisez? On géolocalise systématiquement. En gros, aujourd'hui, dans l'état actuel du système, on considère que l'information n'a pas de valeur si elle n'est pas géolocalisée. Donc on va aller chercher systématiquement à identifier des éléments nous permettant de dériver des coordonnées GPS. Je prends un exemple classique, on va identifier une photo, on va analyser une photo. Dans cette photo, il va y avoir la tour Eiffel. Bon, on va associer les coordonnées GPS de la tour Eiffel à cette photo. Ça, c'est vraiment l'exemple le plus basique. Il y a des choses qui sont beaucoup plus sioux que ça. Un exemple de livrable? La plateforme. Donc, le type d'événement couvert, ça va par exemple être des attentats, des catastrophes naturelles. L'idée, c'est vraiment par exemple, d'alerter nos utilisateurs de la survenance d'un crash d'avion, comme ce qui s'est passé le 10 mars dernier, la Ethiopian Airlines,
le plus tôt possible. Donc ça va avoir des applications dans le domaine des médias. Les médias vont pouvoir couvrir l'information plus tôt. Ça va avoir des applications dans le domaine de la sécurité au sens large du terme. Donc les secours vont pouvoir se rendre sur place plus tôt, savoir localiser l'avion, identifier un petit peu ce qui se passe sur place et voir si on peut encore faire quelque chose. Ça va avoir également des applications dans le domaine de la finance de marché, puisqu'en ayant l'information plus tôt, on peut prendre de meilleures positions. Jean-Claude. Quel est votre avantage concurrentiel par rapport justement aux solutions existantes? Alors les solutions existantes sont pour la plupart basées sur un réseau de personnes physiques, de journalistes, avec des bureaux locaux qui vont remonter une information très qualifiée. Mais l'information va mettre énormément de temps à remonter les différents échelons. Parfois, ça peut même prendre, pour les cas les plus extrêmes, quelques semaines. C'est vraiment les cas les plus extrêmes. Je pense par exemple à Ebola ou des choses comme ça. Généralement, ça prend plusieurs heures. Nous, on va vraiment identifier le premier tweet, les personnes qui sont sur place, sur le terrain, qui vont assister à l'événement et qui vont partager l'information. Christian. Oui, bonjour. Bonjour. Très belle initiative. J'en viens effectivement au business model, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on gagne de l'argent. Donc, comment ça fonctionne le système? C'est un abonnement Oui, exactement. En gros, on a un abonnement mensuel qui démarre à 1 500 € par mois et qui est évolutif en fonction du nombre de comptes et de fonctionnalités auxquelles on a accès en tant qu'utilisateur. Claude. L'équipe que vous avez autour de vous, c'est quoi exactement? C'est combien de gens? Alors, on est une petite dizaine, mais à Paris, on est 4. On a donc un directeur technique qui a réalisé justement cette solution, cette architecture, cette technologie de machine learning. On a un directeur produit qui est en charge justement de la cohérence du produit au regard des attentes des utilisateurs. On a une analyste qui coordonne justement ce réseau d'analystes. Et comme je disais, on est une petite dizaine répartie dans le monde entier parce qu'on couvre plusieurs fuseaux horaires et plusieurs thématiques. Donc voilà, comme les analystes sont très importants pour la vérification, on a beaucoup de monde. Christian. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire? Par exemple, est-ce que ça pourrait effectivement être un délit d'initié d'informer cette information-là? Ou est-ce que ça peut être secret défense, par exemple, pour l'État français, sur le terrain, des choses comme ça? Est-ce que vous êtes contrôlé quelque part par rapport à ce que vous allez pouvoir diffuser ou pas? Alors, on n'est pas contrôlé. On reçoit certaines informations et on contrôle nous-mêmes, justement, à travers ce réseau d'analystes, parce que il se passe des choses terribles dans le monde au quotidien, donc ça on filtre. En revanche, les sources de données sur lesquelles on se source sont des sources publiques. Donc après, il n'y aura pas de délai d'initié à partir du moment où l'information est publiquement disponible. Elle est cachée, c'est une aiguille dans une botte de foin, c'est tout le travail qu'on fait, c'est d'identifier ces signaux très très faibles, mais l'information est publique. Laure. Comment vous détectez les fake news? Alors, difficile de détecter une fake news. En revanche, ce qu'on propose à nos utilisateurs pour contrer justement ce système de fake news, c'est justement d'avoir toutes les informations au même endroit. Donc dès qu'une information arrive, ça permet de contextualiser l'événement au fur et à mesure que l'événement se déroule. Et la multiplication des sources fait qu'un événement gagne en crédibilité de notre côté pour ça. Et puis après, pour les cas les plus extrêmes, il y a ce réseau d'analystes experts sur le sujet qui vient filtrer l'information. Mais encore une fois, nous ne sommes pas un produit grand public, nous diffusons cette information à des professionnels de l'information qui, eux, vont appliquer un nouveau niveau d'analyse. Voilà. Comment vous les avez recrutés, ces analystes? Et on les a identifiés. Alors, c'est des gens qui ont qui ont fait essentiellement des études dans le domaine de l'analyse des risques, des relations internationales, sécurité internationale, etc. Parce que ce sont des gens qui ont une connaissance très fine de certains secteurs, de certaines zones et de certains sujets. Et du coup, voilà, la multiplicité de ces profils fait qu'on couvre l'ensemble des sujets sur l'ensemble des fuseaux horaires. Et dernière question, pourquoi avoir développé cette activité? D'où vient l'idée? Alors l'idée, initialement, elle vient du fait que j'ai habité à Istanbul, en Turquie, dans le cadre de mes études. Et j'ai réalisé à l'occasion d'événements locaux que l'information circulait parfois mieux sur les sources nouvelles, les canaux nouveaux type réseaux sociaux, que via les canaux traditionnels. Et je me suis rendu compte en m'intéressant à ce sujet-là que en fait, c'était vrai pour beaucoup plus d'événements que ce qu'on peut penser. Et c'est là que je me suis mis en tête de travailler sur ce sujet-là pour rendre l'information disponible au plus grand nombre de manière la plus transparente possible. Une dernière question, Fabien? Très rapidement, où vous en êtes et vous avez besoin de quoi? Alors aujourd'hui, donc, la société est créée depuis 2014.
On a beaucoup évolué, c'est le monde des startups, c'est la vie des startups. On est passé par différentes étapes, on a pivoté 2 fois. Et là, actuellement, nous sommes accélérés par Station F et par l'accélérateur de la chaire média de l'ESSEC. Donc, nous sommes bien entourés. Maintenant, comme vous l'avez vu, le projet est très ambitieux puisqu'il consiste à savoir en temps réel ce qui se passe dans le monde entier. Donc, on a besoin de toutes les forces pour nous aider sur ce sujet-là. Et donc, voilà, on a levé des fonds, on est passé par pas mal d'étapes. Maintenant, on veut commercialiser, on veut se distribuer dans le monde entier. On veut identifier des besoins particuliers de certains clients et travailler main dans la main avec des gens qui peuvent avoir des besoins qui correspondent à ce qu'on fait. Merci, le temps passe trop Merci vite. à vous. Vous avez eu l'aide de la BPI? On a été soutenu par la BPI au tout début du projet. Et là, nous sommes en discussion pour de nouvelles aides. Merci Quentin, je vous en prie, Merci à sortez vous. du plateau. Merci. J'ai besoin d'avoir, non pas votre vote, mais vos impressions très rapides. Impressions à chaud. Allez, on commence par vous Jean-Claude, à chaud. Je pense que maintenant, il va y avoir un problème de réseau de distribution international. Ça ne va pas être le plus simple. Claude? Oui, je pense absolument la même chose, parce que avec des interprétations différentes, des cultures différentes, etc. Des langues différentes. Ça va être Des langues compliqué, différentes. Des Oui, langues oui. différentes. Fabien? Moi, très beau projet. Moi, Oui. je crois beaucoup à ça. L'augmentation de la rapidité de l'information est de toute façon un sujet depuis au moins un siècle. Anne? Excellent projet. Et les levées de fonds en cours devront servir, j'imagine, à disposer d'une technologie hyper performante. Non, mais je crois qu'ils l'ont déjà, la levée de fonds, hein, d'après ce qu'il a dit. Oui, oui. Elle est faite. Hein. Laure? Moi, j'adore. Je pense qu'effectivement, ça peut sauver des vies, ce genre de projet. Bon, attendez. Et tu as un caramba. C'est quand même une bonne nouvelle. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est l'heure de grand oral, t'es prêt? Parfait. Allez, je t'emmène au plateau. On y va. Deuxième start-up, deuxième candidat, il s'appelle Nicolas Delucy, il a 53 ans. C'est pas un perdreau de l'année. Il est kiné à Paris depuis 25 ans. En fait, il était kiné parce qu'il a décidé de sauter le cap, de se jeter dans l'arène au lion, de faire une start-up. Il est maintenant dirigeant, chef d'entreprise. L'entreprise s'appelle Push4M. Nicolas, venez nous rejoindre, je vous en prie. C'est Push4M, Push4M, Push4Motion. Push 4M. Push4M. Bonjour. Bonjour. Soyez pas impressionnés hein, comme ça. Ils ont l'air, mais ils sont plutôt bienveillants. Ils voudraient savoir. Vous avez 3 minutes, racontez-leur. Bonjour. Donc, je suis Nicolas Lucie, fondateur de Push 4M, et nous concevons des muscles mécaniques. Comme l'IA, nous recherchons à faire diminuer la dépense énergétique des activités humaines. Nous nous sommes posé une question simple. Pourquoi, à travail égal, un animal fait la même chose qu'une machine, mais en consommant beaucoup moins? Je vais vous donner un exemple. Prenons un éléphant et un tractopelle. L'éléphant va manger 150 kg de foin par jour, là où le tractopelle va utiliser 150 litres de fuel pour un travail moyen à peu près équivalent. Il y a bien une grosse différence énergétique qui pose une question. Si ce constat est facile à faire, comment peut-on faire pour que les machines puissent être moins volumineuses, moins énergivores et donc plus maniables? Il faut, pour bien comprendre Push4M, revenir à la genèse de l'origine de la société. Je suis donc kinésithérapeute, mais avant, j'ai fait du génie civil. Du génie civil, ça veut dire que je suis en capacité de calculer les forces. Je me suis toujours intéressé à la fonction musculaire et au travail musculaire. Après 25 ans de travail sur mes patients et aux résultats que j'ai obtenus, il m'a été impérieux de répondre à la question suivante. Est-ce que l'explication qu'on donne du muscle n'est-elle pas fausse? Depuis une décennie, l'explication du fonctionnement musculaire calque celui du piston. Le muscle se rétracterait pour faire le mouvement. Si on observe précisément et plus intensément le muscle, on s'aperçoit qu'il prend du volume transversal, qui va déformer son enveloppe et qui va provoquer tous les mouvements, dont plusieurs axes. À partir de ce constat, Push4M est né. Nous avons fait des prototypes, nous avons fait un démonstrateur preuve de concept qui a été usiné et qui a pu prouver qu'avec un moteur 10 fois plus petit qu'un moteur équivalent pour faire le même mouvement, nous arrivions à faire le même travail. Fort de ce principe,
Nous avons maintenant, aujourd'hui, réussi à miniaturiser notre système, à en faire la fabriquer par impression 3D, et nous offrirons demain la possibilité à tout intégrateur de pouvoir faire de la manutention de briques, du tri d'objets, du tri de déchets, c'est-à-dire libérer le robot de sa base. L'idée, Nicolas, si j'ai bien compris, c'est plutôt qu'un muscle qui tire, Plutôt qu'un muscle, là vous poussez, on pousse qui va sur actionner un câble, et le câble lui va tirer, va Voilà. faire le même mouvement, et ça c'est moins énergivore. C'est moins énergivore, c'est une déformation énergétique différente, c'est une transformation énergétique mécanique tout à fait calculable, que nous avons tout à fait posée mathématiquement, et qui nous donne que, avec un effort faible, on arrive à faire un mouvement fort. Conclusion, en 15 secondes. Aujourd'hui, Push 4M existe, 16 associés, tous compétents. Nous avons un écosystème tout à fait habilité à nous pousser dans l'innovation. Nous cherchons aujourd'hui à pousser notre innovation afin que des acteurs français de l'industrie nous aident à aller à l'international. Top. Merci. Merci. Parfait. On a débordé un peu, mais c'est un peu de ma faute. Alors, question du jury, qui commence? Claude. Oui, moi j'avais deux petites questions, sont petites. D'abord, vous avez parlé de brevet et innovation. Donc, quel type de brevet on peut avoir sur ce type de choses? Et la deuxième chose, vous parlez un petit peu de réduire la taille des systèmes, mais vous ne nous dites pas de combien on réduit ça. Voilà. Alors, deux choses. Aujourd'hui, nous avons déjà déposé 2 brevets qui sont des brevets mécaniques avec des machines. Donc, on dépose des machines qui utilisent donc, le principe. On a développé le principe sous deux formes et nous sommes en train de déposer un 3e brevet parce qu'à chaque fois, nous améliorons notre système. Aujourd'hui, nous avons atteint x10 à x20. En taille? En puissance. Donc, notre système est un réducteur qui divise par 20 la puissance ou qui multiplie sa force. Demain, nous arriverons entre 100 et 1000. Ça va dépendre de la capacité qu'on aura à diminuer notre taille. En fait, la limite, les mathématiques, est l'infini. Elle est en fait toujours finie, puisque aucune limite n'est infinie. C'est le fait que les matériaux résisteront ou pas à notre puissance. Christian. Bonjour, j'adore l'innovation. Je voudrais juste savoir, vous avez parlé d'international il y a 2 minutes. Est-ce qu'on peut déjà parler de la France, ou enfin, de ce contexte aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a déjà des clients? Est-ce que ça fonctionne déjà sur des chantiers? Comment vous voyez effectivement les choses avancer? Donc aujourd'hui, nous sommes encore en R&D. Nous sommes en train de passer très rapidement à la production, puisque nous sommes en train de faire de la production depuis à peine 2 semaines. Nous commençons à fabriquer nos premiers muscles qui vont pouvoir être distribués. Et nous pensons pouvoir être distribués à la fin de l'année en France et à l'étranger. Le marché de la robotique est mondial, il n'est pas que français. On a déjà un client français, mais on va chercher à avoir des clients internationaux. Jean-Claude, non pas Jean-Claude, mais monsieur le directeur général du groupe Galilée, qui entre autres a beaucoup d'entreprises dans la robotique et dans l'intégration de la robotique. Alors, oui, ça m'interpelle. J'y vois, moi, une assez grande difficulté à standardiser le produit. C'est-à-dire qu'il va y avoir tellement d'applications que vous risquez de faire de la machine spéciale à chaque fois et donc avoir une rentabilité plutôt basse. Vous avez réfléchi à votre business model là? Nous avons déjà réfléchi. Notre système est un système fractal. Nous l'avons déjà conçu avec des formules. Aujourd'hui, je suis en mesure instantanément de vous faire 5 produits en 5 secondes si vous voulez. Il suffit de rentrer les données que vous voulez. En fait, je peux en faire autant que vous voulez. Toutes nos données, dont sont les données métriques, sont adaptées à votre problème. Oui, mais c'est pas des produits sur étagère et donc vous ne serez pas scalable. Si, ce sera un produit sur étagère. Bon. Nous allons produire par impression 3D acier. Juste, petite parenthèse, il y a dans le public des gens qui viennent directement des Vosges et qui font des machines, que des machines spéciales. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Laure, une question? Non. Anne? Moi, pas de question, non. Pas de question? Une dernière question? De quoi avez-vous besoin, en quelques mots? Aujourd'hui, nous avons un produit qui est disruptif. Il nous faut le montrer au public et il nous faut le faire connaître, car c'est une nouvelle façon de faire fonctionner des robots qui va enfin libérer les robots de leur socle. Des com et des commerciaux. Des coms et des commerciaux, tout à fait. La BPI vous a aidé? La BPI nous a aidés, 30 000 € au départ, 100 000 € de prêt, et nous allons aller vers des produits ADEME afin de faire des collaborations avec les entreprises. L'ADEME pour les économies d'énergie. Tout à fait. Merci. Je crois qu'une dernière question? Tout va bien? Je crois qu'on peut vous applaudir parce que ça n'a pas été facile. Bravo. Merci. Je vous en prie.
À chaud, très rapidement. Jean-Claude, je vous sens dubitatif. Hein. Ouais, je suis très dubitatif parce que quand on commence à parler de conception fractale aujourd'hui, ouais, pourquoi on n'y a pas pensé avant? C'est qu'il y a sûrement des freins que je ne maîtrise pas là aujourd'hui. Mais ouais. Claude? Je sais pas, moi j'ai pas d'idée très préconçue. Il a parlé d'un client français. Est-ce qu'il a nommé ce client français à un moment donné ou est-ce que je lui ai posé la question directement en sachant qu'on en est où? Si c'est validé, c'est magnifique, mais encore une fois, il y a le problème de la scalabilité avec des produits, à mon avis, qui seront surposés sur mesure et pas standard. Anne? Il a parlé de robotique, mais je suis persuadée qu'il y a un champ d'application un peu plus large. Oui, y compris dans les exosquelettes, par exemple. Hein. Oui. Puis il parlait de briques, Exactement. on a l'impression que là, on peut faire... Et là, c'est vraiment du sur-mesure. À la lecture du pitch, on croit d'ailleurs que ça s'oriente On croit que c'est quasiment des exosquelettes au départ, en fait. On avait l'impression l'exosquelette qu'il travaillait augmenté. pas. Ouais. Tout à fait. Je rejoins un petit peu Anne, et sinon, effectivement, peut-être que dans l'industrie, ça peut apporter des choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Et rentabiliser effectivement l'aspect domotique par rapport à... Je connais plein d'industries qui embauchent encore des gens parce que c'est quand même moins cher à entretenir. Jo, t'es prêt? Bien préparé? Allez, c'est parti, je t'emmène au plateau. Troisième start-up sous le feu des projecteurs, je vous présente David Bessoudo. Il a 42 ans, il est ingénieur en informatique, il travaille à Sophia Antipolis, il a été conseil, il avait déjà fait une start-up, donc c'est un homme d'expérience, c'était un logiciel dans la e-santé. Il redémarre avec une nouvelle entreprise qui s'appelle Hi My Data. David, venez nous rejoindre, je vous en prie. Vous avez 3 minutes pour expliquer, raconter comment ça marche, qu'est-ce que vous voulez faire. Il faut les convaincre. Ok. Donc, iMyData, c'est quoi? C'est une plateforme de data management, API management et microservices. Donc, concrètement, ce qu'on veut, c'est pouvoir accélérer la livraison de services informatiques dans les entreprises. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans à accompagner des grands comptes en mettant en place de l'innovation et en mettant en place des solutions data. Donc, on est parti de toutes ces connaissances, de tout ce contexte. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé des experts de différents métiers pour pouvoir apporter cette solution. Donc concrètement, ce que ça fait, le premier point, c'est de pouvoir rassembler des data analystes, des gens du métier et des développeurs au sein d'un même outil, afin de pouvoir collaborer et pouvoir créer de l'innovation plus rapidement. Le deuxième point, donc la data, 91% des données dans l'entreprise restent inexploitées ou inefficaces. Ce qu'on veut, c'est pouvoir faire parler la donnée. Donc très simplement, on va pouvoir donner un outil à l'entreprise pour connecter toutes ces données, que ce soit différentes bases de données existantes, que ce soit des outils type ERP, CRM. Et en quelques minutes, on va reconstruire un data lake pour l'entreprise dans lequel elle va pouvoir utiliser instantanément ces données. Troisième point, c'est de pouvoir, donc ces données, elles sont là, maintenant on veut les comprendre, on veut pouvoir les intégrer dans un parcours, dans un nouveau parcours client par exemple. Donc on utilise des notions de dashboard, des notions de BI qu'on va pouvoir plugger, on a tout un tas de connecteurs sur Business Intelligence qu'on va pouvoir plugger qu'on plug sur la plateforme et automatiquement vous allez pouvoir comprendre vos données. Le dernier point, c'est apporter des notions de microservices. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'accélérer le développement. Donc, on connaît l'agilité dans l'entreprise, des méthodologies agiles. Les microservices vont permettre finalement aux développeurs de se concentrer uniquement sur leur métier de développement et pouvoir capitaliser dans l'entreprise sur tout ce qu'ils vont pouvoir emmener et briques qu'ils vont développer. Donc, à partir de là, on a conçu une plateforme vraiment totalement intégrée, complètement sécurisée, avec un point d'entrée unique qui va pouvoir être déployé directement dans l'entreprise, mais aussi dans n'importe quel cloud. Donc aujourd'hui, un des enjeux, c'est de passer sur le cloud, c'est de pouvoir aussi avoir des approches hybrides, pouvoir se connecter à du cloud Amazon, Azure, Microsoft, mais bien sûr aussi pouvoir interagir avec nos environnements internes. Donc en déployant iMyData, on a vraiment une facilité, une brique qui va pouvoir permettre cette souplesse dans l'entreprise aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui... Vous dites 91%, le chiffre est intéressant, des datas des entreprises sont inexploitées. Est-ce que ça marche également pour les petites, les moyennes entreprises, les ETI? Totalement. Donc, il y a une richesse inexploitée dans les entreprises moyennes. Totalement. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de grands comptes. Aujourd'hui, les ETI,
les PME, les TPE, même les startups, toutes les entreprises deviennent 100% digital. Elles ont du digital à un moment donné. Donc les données doivent être intégrées finalement dans l'ADN de l'entreprise. Et ce type de solution va pouvoir aider, pas forcément le grand compte, mais aussi le TI et la petite PME. 3 minutes, parfait, bravo. Quelques questions? J'en ai une, je commence. Happy Management, vous avez employé? API. Ah bon, j'ai cru que c'était Happy. Non, Pardon. mais c'est important aussi. J'ai cru entendre Happy Management. Il y a des Happy Managers. 3 minutes, bravo. Les questions? J'imagine qu'il y a Christian. pas mal de SN, d'entreprises de services numériques, qui ont déjà en fait des cœurs, justement des API, etc. pour faire ça. Donc qu'est-ce qui vous différencie par rapport à ce qu'elles vendent aujourd'hui à leurs clients? Parce qu'en fait, vous bousculez la donne. Là. Si vous créez un moteur commun pour l'ensemble en fait, des datas dont vous parlez, ça peut faire peur à quelques gros quand même, non? Comment vous voyez l'avenir par rapport à cela? Alors au contraire, on discute avec des ESN et des intégrateurs parce que pour nous, c'est des partenaires. Aujourd'hui, ils ont besoin d'apporter de la valeur à leurs clients et on est une brique qui va leur permettre d'apporter cette valeur en termes d'innovation. On n'enlève pas le traitement du développeur, de la data analyse. On simplifie, on fluidifie tout ça. Donc on est finalement une brique complémentaire et eux, ils sont dans la continuité de leur expertise, ils vont apporter du métier. Deuxième question, est-ce que vous avez été financé par la BPI? Nous sommes accompagnés par la BPI. On a fait, j'ai créé l'entreprise en avril 2018. On a fait un premier tour de Love Money. On est accompagné par la BPI, ce qui nous a permis sur 2018 finalement de concevoir la plateforme et de pouvoir faire nos premiers déploiements sur le dernier trimestre. Une autre question? La prochaine étape, c'est quoi alors? Qu'est-ce que vous allez maintenant? Comment vous allez continuer là? Quelle est votre équipe, vos possibilités de financement, etc. Alors, on regarde les notions de levée de fonds. Bien sûr, on est dans un marché qui est ultra concurrencé, où il y a énormément de besoins. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir répondre à ces besoins et accélérer. Aujourd'hui, on capitalise finalement, on a fait 3 déploiements, 2 ont été signés, le 3e est en cours de signature. Donc voilà, il y a quand même un attrait très très fort sur tout ça. On veut pouvoir bien travailler cette partie commerciale aujourd'hui, pouvoir aussi accompagner des grandes entreprises dans la mise en place de tout ça, donc dans la continuité, pouvoir faire cette levée de fonds et accélérer par la suite. Anne, vous en voyez naître, grandir et mourir certaines des startups. Vous en voyez beaucoup, il parle d'un univers très concurrentiel, il y a plein de monde déjà sur le marché. Ouais, et moi j'ai du mal à comprendre en fait l'objectif de ta solution. C'est-à-dire que tu vas chercher les métadonnées et les données, tu les consolides, tu les agrèges comme un big data. On va apporter la notion, donc aujourd'hui on a plein de données dans l'entreprise. C'est très compliqué de la récupérer finalement, de l'exploiter. Donc c'est le premier problème. Donc nous, très simplement, en quelques clics, on va être capable de collecter toute la donnée et de l'exploiter derrière. De l'exploiter parce que bien souvent on la connecte, on peut la visualiser, faire du business intelligence, mais on a du mal à vraiment l'exploiter. Nous, on la met dans un contexte où automatiquement tout ce qu'on fait, on a un univers d'API autour de la donnée. Donc la donnée, elle existe, elle est accessible. Très simplement, on va pouvoir faire du matching entre différentes données. Donc elle est utilisable pour l'entreprise. Et c'est toi qui personnalises en fait, ou tes équipes qui mettent un workflow en fait, qui identifie où est-ce qu'il faut interfacer. Un exemple concret, ou alors aller chercher. Alors ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Donc ça peut être un outil où finalement l'entreprise prend complètement la main et va mettre des développeurs sur la plateforme et développer finalement, connecter toutes ces données, brancher des outils de machine learning, tout ce qu'elle a besoin d'utiliser, et puis derrière mettre ça en catalogue pour l'ensemble de ses développeurs. Donc elle va capitaliser au sein de l'entreprise et aller beaucoup plus vite dans toutes ces pratiques. La fin des silos dans l'entreprise. Jean-Claude. Il n'y a pas là un frein à une réticence des entreprises à mettre toutes leurs données comme ça à disposition? Dans l'inconnu? Dans l'inconnu. Dans le cloud? Alors, on n'est pas forcément en inconnu, ça peut être pas forcément dans le cloud, ça peut être directement dans des modes on-premise, chez le client. On a cette flexibilité, notre plateforme elle a été développée et conçue pour être ce qu'on appelle cloud agnostique. Donc on est capable de la déployer chez le client, mais aussi par rapport à toutes les offres cloud d'aujourd'hui, sur Amazon, Azure, etc.
Et confier ces données à vous. Donc confier les données, en réalité, les données, c'est celles du client. C'est le client qui va utiliser les données dans son contexte comme il veut. Nous, on n'a pas de visibilité sur les données. Il ne partage pas la donnée réellement. Hein. Donc, il reste sur son cloud à lui. nous, on est fournisseur de solutions. La solution, il la déploie. Derrière, on a des briques, on utilise des briques open source qu'on a réussi à créer du lien autour de tout ça et simplifier finalement la méthodologie pour travailler différemment. Là. Vous parlez d'exploiter la donnée, les 91% en question, mais comment? Ça veut dire je prends mon disque dur, je vous le donne et automatiquement vous allez pouvoir comprendre des choses et me faire un dashboard? Alors, alors certaines choses, on est capable de les faire automatiquement. On va connecter, vous allez dire, c'est quoi mes sources de données? J'ai des données dans un Oracle, j'ai des données dans un Microsoft. Peu importe toutes les bases de données, des outils aussi, ERP, CRM. Il faut que ce soit dans des bases de données déjà. Alors, c'est des outils digitaux. Après, on est capable d'aller chercher des fichiers aussi, de récupérer tout un ensemble de fichiers et mapper ces données. À partir de là, automatiquement, on a des algorithmes qui vont aller consulter ces données, les interpréter et vous donner des premiers indicateurs. De ça, vous aurez la possibilité aussi de customiser des propres dashboards ou alors de connecter des outils de business intelligence si vous voulez aller plus loin. Mais bien souvent, déjà, on répond à 80% de la demande des clients. Du coup, j'ai quand même besoin de mettre des développeurs dessus si je veux avoir mes services bien connectés à toutes mes données. Oui, l'idée, alors on ne s'affranchit pas des développeurs, mais on donne un outil pour que des data analystes, des gens du métier et des développeurs puissent aller beaucoup plus vite dans la livraison de services informatiques. Aujourd'hui, des projets, ça va prendre 2 mois, 3 en fonction de la taille du projet. On est capable, les 3 clients qu'on a signés, on a développé une solution qui va de la collecte des données, d'implémenter les règles métiers, à la livraison de dashboards clé en main en l'espace de 3 à 4 jours. C'est du middleware en fait ce que vous faites. Ouais. Vous êtes dans le middleware. Okay. Très rapide. Quel était l'objectif d'un de tes clients? Clairement, du concret. Pardon? L'objectif d'un de tes clients. Alors, de l'automatisation de processus, on travaille dans le domaine de l'aéroportuaire, un client qui travaille pour Amadeus, tout ce qui est enregistrement de passagers et de bagages, et qui travaille avec l'ensemble des aéroports. Très simplement, aujourd'hui, ils faisaient des tas de tâches manuellement, ils envoyaient ça par courrier, enfin il y avait des tas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a importé, on s'est connecté aux différents SI, à la fois des aéroports et de Amadeus. On a implémenté les règles métiers. Derrière, on leur donne une vision 360 de ces données où ils ont vraiment la vision temps réel de ce qui se passe sur la plateforme et on a digitalisé tous ces processus en l'espace de quelques jours. Dernière question, réponse très rapide s'il vous plaît. De quoi avez-vous besoin? Donc on a besoin de visibilité, on a besoin de mentoring, de pouvoir finalement à un moment donné contribuer et puis avoir une vision différente de ce qu'on connaît, c'est important. Et comme on est aussi en perspective d'aller faire une levée de fonds, donc pareil, ces parties financières sont importantes. David, merci. Merci. On a été un petit peu plus long que prévu, mais il y avait plein de questions de la part du jury. Bravo. Voilà. Mais attendez, le débat continue encore une fois sur 697ia.com. On peut encore avoir des contributions, on doit encore avoir des contributions. Continuez à poser des questions et j'espère vos réponses si des questions précises. Merci, on peut vous féliciter parce que c'est pas évident. 3 minutes comme ça, dans la chaleur, sous les projecteurs, bravo. À bientôt, peut-être. Merci. Ça y est, il est parti. Ouais, il ne nous entend plus. À chaud, Jean-Claude. Alors, techniquement indispensable pour alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle, à mon avis, commercialement, pas développement immédiat. Claude? Il lui faut beaucoup d'accompagnement. Hein. Et il faut de l'argent parce que face aux big, là, les Big Four, ça va être compliqué quand même. Oui, ça semble beaucoup trop large, à mon avis. Il faut qu'il réduise la voilure, qu'il ait une stratégie de niche plutôt que de vouloir adresser les gros. Anne? Moi, je rejoins Christian et Fabien. À sa prise de parole, j'ai pensé à pas mal d'éditeurs leaders sur le marché. Ouais. Alors Effectivement, il y a des problèmes dans le sens où il y a encore trop de travail à faire, je pense, pour ces clients. Si déjà ils doivent collecter la donnée, etc., faire machin, et puis au final ils obtiennent un dashboard et pas tellement d'actionnabilité ou quoi que ce soit, donc ça manque en fait de concret, d'une utilisation directe de l'outil. D'une offre. Ouais. Allez, on passe au 4e et dernier candidat. Bonjour, je cherchais justement, c'est bon? Prêt pour y aller? Prêt. Eh ben, c'est parti. Je te suis. 4e candidat sous les feux de vos rampes et de vos questions, il s'appelle Ilyes Zaoui, il a 32 ans et il a un master, ça va vous intéresser, un master en informatique spécialité IA, intelligence augmentée,
ou intelligence artificielle comme on veut. Il a fait ça à Caen, il a travaillé 7 ans chez Capgemini, le voilà aujourd'hui pour une nouvelle start-up. Ilyes, venez nous rejoindre, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Spécialité IA. Oui, c'était Oh là une spécialité IA. À Caen. C'était à Caen, oui, tout à fait. Université. À l'université de Caen, où c'était un master en informatique et on a fait beaucoup d'algorithmie, beaucoup d'intelligence artificielle, d'apprentissage. Et suite à ça, j'ai intégré Capgemini, donc j'ai quitté ma région pour aller à Paris. Et 7 ans plus tard, je retourne en Normandie avec ce projet que j'ai développé d'ailleurs pendant tout ce temps. Alors, voilà. On vous écoute, vous avez 3 minutes pour nous expliquer et nous convaincre. Eh bien, c'est parti. Donc, si j'ai fondé Conscience Robotics, c'est d'abord pour rendre les robots utiles pour la société civile, mais aussi pour le domaine professionnel. Comment se faire ? On remarque de plus en plus de robots qui arrivent sur le marché, qui sont physiquement de plus en plus intéressants. Seulement, cette physique n'est pas exploitée. Donc, c'est là où nous, on intervient. On a créé une intelligence artificielle universelle qui peut s'installer sur tout type de robots. Ça peut être des bras robotisés, des humanoïdes, des drones volants, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'installe, le robot tire profit de ses capacités physiques de lui-même. Et il va apprendre en continu. Un robot bipède, par exemple, va apprendre à se lever, à se déplacer, à monter des marches. Et si on lui pose la même question 2 mois plus tard, eh bien, il va trouver de meilleures solutions. C'est un apprentissage continu. Très rapidement, couplé à ça, on a la reconnaissance de l'environnement. Et donc, que va faire le robot ? Il va détecter les objets et donc, grâce à ces algorithmes d'IA et d'apprentissage, il va pouvoir interagir avec ces objets, saisir un objet, se déplacer d'un lieu à un autre, etc. Grâce à toutes ces briques, donc on a créé un écosystème, l'écosystème Conscience, où on a un Conscience Store. Donc nous avons des applications qu'on peut installer sur le robot selon ses capacités physiques. Et la petite touche quand même magique par rapport à tout ça, c'est que tout est partagé. Lorsqu'un robot détecte un objet, cet objet, son emplacement, sa position est connue par l'ensemble de la flotte, mais aussi sur ce qu'on appelle la motion. Donc lorsqu'un robot apprend une nouvelle façon de se lever, on en parlait tout à l'heure, ou de monter les escaliers, eh bien elle est partagée avec tous les autres robots, même s'ils n'ont pas la même physique. Ils vont pouvoir tirer profit de l'expérience des autres robots. Et donc vous imaginez bien, plus on va avoir de robots dans le système, plus on va avoir une évolution exponentielle des robots. Donc voilà un peu l'approche de Conscience Robotics. Ouais. Merci d'avoir fait court. Si ça ne vous gêne pas, je pose la première question à monsieur qui est particulièrement intéressé. Jean-Claude, c'est le directeur général du groupe Galilée, dans lequel il y a beaucoup d'entreprises qui font de la robotique, de l'intégration robotique et qui fabriquent des machines spéciales. Jean-Claude. Oui. Alors, moi, je suis très interpellé. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des robots métiers ? Par exemple, les robots de soudage dans l'industrie automobile, où il y a des milliers et des milliers de robots. Quelle est l'application concrète dans ce genre d'activité ? Ce qui est intéressant par rapport à ce genre d'activité, je pense, c'est qu'il n'y a plus de préséquençage. Un robot, les robots de ce type-là, qui sont généralement des bras robotisés, sont préséquencés. Ouais. Donc il faut que ça se passe exactement comme prévu. Là, ce n'est plus le cas. Le robot va s'adapter à l'environnement. Il n'est plus préséquencé. S'il y a un stimulus extérieur, eh bien, le robot se réadapte en temps réel. C'est là où ça peut être intéressant. Vous voyez ? Ah oui, je vois, mais ça me paraît enfin pas irréaliste, mais totalement inespéré pour le métier qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de programmateurs robots, c'est ça ? C'est ça, oui. L'idée, c'est on va lui donner, en fait, grâce à une énorme couche d'abstraction, on va lui donner des objectifs de très haut niveau. Et derrière, les séquences qui sont finalement réalisées sont trouvées automatiquement et évoluent en permanence. Bon, ça c'est du discours ou c'est de la réalité ? Ah, mais c'est de la réalité. Vous avez des preuves de concept, vous avez... Oui, tout à fait. Alors en fait, on a notre simulateur sur lequel on peut voir tout cela. Et aujourd'hui, nous travaillons sur le réel. Donc nous avons construit nos propres prototypes avec des imprimantes 3D, des servomoteurs, etc. Mais aujourd'hui, on commence à travailler avec des acteurs qui, eux, leur cœur de métier est le hardware. Et donc, nous installons notre système sur leurs robots. Une intelligence collective et surtout partagée, le partage d'expérience. Autre question, Claude. Oui, votre système, c'est quoi ? C'est un système unitaire ? C'est un système, qui... C'est du custom ou c'est du...
Tout C'est est custom. la série. Les- Tout est custom. les Oui, c'est pour ça algorithmes- que je vois effectivement qu'il y a des prix complètement différents, etc. Ouais. D'accord. C'est nos propres algorithmes que nous avons développés nous-mêmes. Je parle pour la motion, hein, c'est-à-dire apprendre à se lever, à se déplacer, interagir avec l'environnement. Tous les algorithmes ont été développés par les équipes de Conscience Robotics. Moi, j'ai deux questions. Avec une Oui. bonne La équipe. première, est-ce que vous avez reçu un financement de la BPI? Et si oui, est-ce que c'est La BPI. notre ami Olivier qui est derrière qui vous l'a fourni? Alors nous avons effectivement notre premier soutien fut la bourse French Tech de BPI. D'ailleurs, C'est important, la question. Vous avez insisté, c'est important d'avoir le label BPI? Ben, justement, moi je pense que c'est important Mais d'avoir, ce pour fut deux raisons. La important. première, parce que de l'argent frais, c'est toujours bien. Oui. Deux, et ça vous donne un label qui est très intéressant et qui est reconnu en fait par la communauté et l'écosystème en fait des startups en général. Et votre deuxième question? La deuxième question, en fait, quand un fabricant de robots fabrique ce robot en question, on est d'accord que en fait la valeur ajoutée du robot par rapport aux autres existants, c'est ce qu'il y a dedans, oui ou non? Tout à fait. Bien. Alors, s'il va développer ce robot et qu'il veut le rendre différent des autres robots existants, il va essayer de développer aussi un OS pour son robot qui va correspondre effectivement aux souhaits qu'il a envie d'avoir effectivement et ce que doit faire le robot. Oui. Alors, comment on peut interpréter que vous allez intervenir à quel moment de la chaîne pour lui dire « Ah, stop, tu développes plus d'OS, tu développes plus d'intelligence, c'est nous qui allons le faire à ta place et on va avoir En fait, ton robot, c'est plus qu'un bras, c'est plus qu'un robot, on va dire, classique, qui avance, qui recule, machin. Mais nous, on va faire tout le reste. » C'est quand même un peu compliqué quand même pour quelqu'un qui a envie de concevoir un robot de HKZ, non? Oui. Eh bien, je vois très bien, mais en écoutant le marché, on remarque qu'il y a ce besoin. Qu'est-ce qu'on remarque généralement sur des chaînes de montage, par exemple des entreprises ont déjà un bras robotisé qui fait des choses. Et en fait, nous, on nous interpelle parce qu'on nous dit écoutez, mon robot, il est super sympa, mon bras robotisé, il fait des choses intéressantes, mais je voudrais qu'il fasse plus. Vous voyez, et c'est là où on n'est plus du tout dans le domaine du hardware. Je pense qu'il y a deux domaines distincts. Il y a le hardware qui est très important et il y a le software, l'IA, que nous, on fournit. Et ce qui est intéressant, c'est que si on achète notre système, si demain le client change de bras, bah, ce n'est pas un problème. Vous voyez, l'IA s'adapte à la physique du robot. Donc si on lui a appris, par exemple, à souder certains éléments, etc., si on change de bras, eh bien, c'est toujours fonctionnel. Alors, on manque de temps. Il y a encore plein de questions techniques, j'imagine. Est-ce que ça répond Laure. à la question? Oui, du coup, moi, si j'ai créé mon propre robot avec un bras à 3 doigts et un autre à 5, est-ce qu'il pourra prendre des objets et faire la vaisselle? Mais oui, c'est ça. Il lui faudra un certain temps d'apprentissage. D'accord. Du coup, il risque de me casser des verres, par contre. Il pourra casser des verres dans un premier temps, mais souvenez-vous, il y a le retour d'expérience. C'est du deep learning, en fait. Il n'y a pas que ça, mais il y a du deep learning. Et d'autres avant lui ont fait les vaisselles, il apprendra les leçons des autres. Dernière question, de quoi avez-vous besoin? Aujourd'hui, nous sommes chez Normandie Incubation, nous sommes 9, et nous avons besoin de recruter, nous avons besoin d'aller vite. Nous sommes en levée de fonds pour atteindre nos objectifs. Nous avons déjà de premières lettres d'intention, mais nous cherchons vraiment à passer la seconde, en fait. Pénétrer le marché, finalement. Mais c'est ça. Donc, tenir les premiers clients. On a déjà. Non, mais vraiment des premiers clients qui pèsent, quoi, ce que je veux dire, qui vous feront la différence. Oui, tout à fait. Je crois qu'on peut vous applaudir. Bravo. Merci. Jean-Claude, je vois dubitatif. Non, pas dubitatif, scotché. Scotché. Si vraiment il a prouvé ça, il a fait un saut technologique, si c'est vrai, hein, si vraiment il y a du concret. Aujourd'hui, on en est à essayer de simplifier l'interface opérateur des robots existants. Là, il fait un saut, inimaginable. Bon, et bravo, quel que soit bravo. le langage. Quel que soit le robot, le langage, bravo. Christian? C'est l'OS universel des robots, ce qu'il est en train de créer, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc en gros, finalement, personne ne peut arriver derrière si c'est lui qui prend le marché. Est-ce que c'est open source? Est-ce que c'est open data? Est-ce qu'on peut le partager? Parce que on parlait d'intelligence artificielle partagée. Là, ce qui est important, c'est qu'effectivement, tous les constructeurs ne vont pas dire forcément OK, quoi. Ah bah, clairement, l'opposition des constructeurs, ils vont vouloir tirer dans leur cours et ils ne voudront pas ouvrir, ils voudront avoir des systèmes propriétaires. Hein. Anne? Je rejoins en fait l'ensemble des membres du jury et effectivement tu as raison, il faudrait bien séparer en fait les OS au niveau sécurité parce qu'après tu peux créer une armée s'ils échangent les uns avec les autres. iRobot. Ben oui. iRobot, on l'a vu. Oui. Un mot d'ordre collectif, révoltez-vous. Pareil, j'aurais bien posé plus de questions pour savoir vraiment ce qui leur tourne, à quel point c'est partagé. Est-ce que si moi j'apprends à faire la vaisselle, je pourrais du coup donner mon algorithme à d'autres gens pour casser moins de verres? Parce que le partage sera obligatoire. Ouais, c'est ça. Il faut aller visiter la boîte. Hein. Oui. On manque un peu de
détails Oui, techniques, oui, hein, oui, savoir oui. précisément comment ça marche. On a une question sur le public. Ah oui, vous avez une question? Oui, attendez, ne vous bougez pas, monsieur. Je vous amène un micro pour que tout le monde vous entende. Oui, j'avais une question qui m'interpelle comme ça. Je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement à faire entre ce projet et le projet porté par l'ancien kiné, où il y avait le renforcement musculaire? Lui, il adapte des algorithmes qui permettent d'économiser des tas de programmation. Si en plus on a le renforcement dessus, on va peut-être vers un super produit. Mais c'est un peu ça, un 697 IA. C'est-à-dire qu'on fait se rencontrer les gens et qui sait un peu Madame Claude pour faire des mariages. Il n'y a pas de raison, hein. C'est mythique, le mythique des startups. Voilà, merci monsieur pour votre intervention. Tiens, j'en profite pour vous dire que si vous voulez participer à l'émission, c'est très simple, une seule adresse pour être comme monsieur, comme tout le monde ici, et poser les questions que vous voulez pendant les débats et pendant les pitchs des startups. C'est une seule adresse, 697ia.com pour vous inscrire et venir ici sur le plateau dans l'ancienne usine Kodak à Chalon-sur-Saône. Autre chose, là c'est votre devoir. Vous devez voter. Vous avez vu les 4 startups. Quelle est, d'après vous, la plus intéressante, la plus innovante, celle qui mérite le plus un coup de pouce du groupe Galilée, celle qui mérite d'avoir des mentors, celle qui mérite qu'on s'intéresse encore plus à elle et qui aura besoin d'un peu d'aide. Vous votez sur la même adresse, 697ia.com. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve où vous voulez, quand vous voulez sur Internet. Vous savez que chaque nouvelle émission, c'est le 3e vendredi de chaque mois. Mais l'intéressant, c'est que c'est toujours en permanence une actualité folle, dingue. On a encore beaucoup de choses à raconter sur l'IA. À très bientôt. Et comme on ne peut pas dire merci à tout le monde, vraiment merci à tous, merci Laure. On a fait pour ça un truc formidable, ça s'appelle un générique. À bientôt, bye bye, au revoir et bravo à tous. J'ai fait cette émission pour challenger le projet avec des personnalités ancrées dans l'économie réelle. C'est très intéressant. Ah ben ça apporte une ouverture d'esprit sur cette révolution qui, de toute façon, va tous nous toucher dans les années à venir. Alors l'idée, c'était pouvoir de se confronter au marché et puis aussi de pouvoir avoir de la visibilité. IA, c'est un moyen pour faire bouger les muscles, mais il faut d'abord du hard. L'IA, c'est un algorithme qu'on n'a pas encore compris. C'était difficile de ne pas intervenir parce qu'elle a une vision de jeune qui n'est pas du tout la nôtre et qui sera celle de demain. Alors j'ai trouvé l'émission très dynamique, très intéressante et par rapport à mon projet, j'ai trouvé ça très challengeant et motivant. J'ai trouvé le concept de l'émission très instructif et j'ai particulièrement aimé l'accueil qui nous a été fait. C'est génial et quand je discute avec tous les participants, tout le monde est très satisfait. Alors j'ai adoré. C'est très compliqué comme exercice, c'est difficile quand on se retrouve face à toutes ces personnes devant les caméras, mais c'est une expérience unique, c'est super. Il y a une équipe extraordinaire qui nous a accompagnés vraiment toute la journée, qui nous a mis en confiance et qui nous a aidés à pouvoir franchir le cap. Et je remercie vraiment toute l'équipe. Je dirais que l'ambiance est sympa et que c'est une bonne expérience pour expérimenter la télé et effectivement la prise de parole sur un plateau. Mais non, ça va pas, ça va bien. C'est très bien.